Ensuite, on faisait des attributions dans la séance suivante à partir de bandes dessinées. Et pour cela, on a utilisé un matériel qui avait été créé par Baron Cohen et un autre par Sarfati. Donc on présentait des petites photos comme celle-ci, une par une, et puis on demandait dès le départ à la personne de déterminer ce que fait le garçon. Soit il apprécie son cadeau d'anniversaire, soit il emballe un cadeau, soit il essaye de faire peur à sa sœur. Donc on leur demandait d'expliquer ce pourquoi ils pensaient tout cela. Et petit à petit, plus on présentait de diapositives, enfin de petites images, et plus plus l'explication que la personne pouvait avoir de la situation s'enrichissait donc d'éléments contextuels. Et enfin, nous avions une séance sur l'attribution à partir d'histoires qui étaient soit lues, soit entendues. Alors ici, je vous en présente une. Henri fait les préparatifs pour un souper de fête. Il est célèbre pour sa mayonnaise qui est excellente. Il a acheté beaucoup d'œufs frais. La recette indique séparer les jaunes d'œufs avec soin et ajouter graduellement l'huile. Il a déjà acheté suffisamment de dessert pour nourrir tout le monde. Cependant, il se met à la recherche d'une recette de meringue. Il ne gaspillera rien. Pourquoi Henri prépare-t-il de la meringue, d'après vous? Pardon? Parce qu'il reste des blancs d'œufs, effectivement, et qu'il a le désir de ne pas gâcher ces blancs d'œufs. Là, on est sur un état mental, le désir de ne pas gâcher. Et la dernière séance, c'était une discussion et une conclusion sur la thérapie, et puis nous faisions remplir des questionnaires de satisfaction. La deuxième thérapie donc, que nous proposions, la thérapie sur la flexibilité mentale, la première séance, c'était la même que pour l'autre présentation. Nous présentions le concept de flexibilité mentale, situation dans laquelle chacun nécessite son utilisation, et travaille sur l'identification et l'utilité de la flexibilité mentale dans la vie quotidienne. Alors ici, par exemple, est-ce qu'il faut être flexible? Oui, non ou pourquoi? La route que vous souhaitez emprunter est fermée, faut-il être flexible? Ben oui, pour pouvoir emprunter un autre chemin. Un ami n'a pas le même avis que vous, doit-on être flexible? Peut-être, oui, en tout cas oui. Le tapis de la salle de bain du voisin est orange, faut-il être flexible? Pas forcément. La troisième séance était placée sur le rôle de l'inhibition. Effectivement, l'inhibition, c'est un processus quand même très important quand on veut pouvoir être flexible. Pour pouvoir passer à, par exemple, un autre avis que le sien, il est nécessaire d'être capable d'inhiber son propre avis pour pouvoir passer à celui de l'autre. Donc l'inhibition est importante. Ici, nous présentions encore une fois des photos. Vous ne connaissez personne à ce parti alors que tout le monde a l'air de se connaître. Vous voulez rencontrer des gens, donc quelle solution allez-vous choisir? Par exemple, je vais choisir d'aller rencontrer les personnes une par une et puis leur serrer la main. Ça, c'est une stratégie qu'on peut utiliser. Et si ça ne marche pas, donc là, il est nécessaire que l'inhibition fasse son œuvre pour qu'on puisse changer de stratégie et essayer de trouver une stratégie plus efficiente qui fasse que je puisse m'intégrer dans ce parti. Quatrième séance, elle était basée encore une fois sur l'utilisation des éléments du contexte. Ici, il faut savoir si le contexte dans lequel je me trouve me permet de réaliser, par exemple ici, le fait que je veux aller me promener sur le Mont-Royal. Si les éléments du contexte disent le contraire, il faut que je sois flexible pour pouvoir réussir à faire une autre activité qui sera plus adaptée à la situation. Utilisation de la flexibilité dans le langage dans la session 5. Donc dans cet exercice, on présentait des mots polysémantiques, par exemple le mot avocat, et on demandait aux patients de fournir les deux sens du mot, et puis dans une deuxième phase, pour chacun des mots, d'essayer de construire deux phrases qui étaient adaptées à chacun des sens possibles. Donc là, on aidait les patients à devenir flexibles concernant la sémantique. Un exercice d'utilisation de la flexibilité dans ces mouvements avec un exercice sur les praxies gestuelles et une utilisation de la flexibilité dans ces déplacements mentaux grâce à des cartes que nous avions construites. Donc, dans une première phase, on demandait aux personnes de trouver le chemin le plus rapide pour se rendre d'un point A à un point B. Et puis, au fur et à mesure, nous rajoutions des petits éléments qui contraignaient
la personne a changé de chemin, donc elle devait être flexible pour pouvoir passer d'un chemin le plus simple à un autre chemin. Encore une séance sur l'utilisation de la flexibilité dans le langage, avec des phrases à compléter qui sont issues qui sont similaires à ce qu'on retrouve dans un certain test, qui est le test de Healing. Le lion est le roi des animaux, c'est ce qui nous vient spontanément à l'esprit. Et donc on demandait aux participants d'essayer de trouver des fins de phrases qui ne correspondaient absolument pas au contexte induit par la phrase. Par exemple, le lion est le roi des... Pardon? Des cons, non, ça ne marche pas. Des chatons, non, ça ne marche pas parce que c'est des animaux aussi. C'est pas encore... Des psychiatres. Des psychiatres? C'est des animaux aussi. C'est castrologique. Oui, voilà, des casseroles par exemple. Et enfin, nous faisions une séance sur l'utilisation de la flexibilité dans un jeu de société. Nous avons utilisé le jeu de Uno, que vous connaissez peut-être, qui se rapproche assez d'un test qu'on utilise fréquemment en neuropsychologie, le Wisconsin Card Sorting Test. Donc, on a beaucoup de cartes avec des chiffres, des couleurs, et donc il est nécessaire d'adapter le jeu que l'on va donner à la carte qui a été proposée par les autres participants avant. Donc il faut souvent changer de stratégie pour pouvoir s'adapter au jeu, donc utiliser la flexibilité. Et être flexible dans ses avis, donc un exercice sur la capacité d'être flexible entre ses propres avis à soi et les avis des autres. Et dernière séance, donc discussion, conclusion et questionnaire de satisfaction. Alors dans cette étude, comme je vous disais, voici les caractéristiques cliniques rapidement. Donc 8 patients dans chaque groupe, non différents sur les caractéristiques cliniques traditionnelles et qui recevaient une médication, tous recevaient une médication au moment de l'inclusion. Les résultats montrent, tout d'abord je vais m'intéresser aux résultats sur la symptomatologie et sur l'insight cognitif. Alors dans ce tableau, on voit les résultats donc post-thérapie, en tenant compte donc des résultats qu'on obtenait avec les examens pré-thérapie. Donc on voit qu'il y a une différence significative concernant les changements des scores à la PANSS positive, à la psychopathologie générale et à la PANSS totale. Alors pour détailler, on voit que pour la PANSS positive, les patients du groupe flexibilité mentale obtenaient une amélioration plus importante de la symptomatologie positive que les patients du groupe remédié pour l'attribution d'états mentaux et que le groupe contrôle. Pour la PANSS psychopathologie générale, les patients du groupe flexibilité avaient une amélioration supérieure au groupe contrôle. Et il en va de même pour la PANSS totale. Ce qui nous montre que la remédiation de processus aspécifiques, comme la flexibilité mentale l'est, permet de diminuer la symptomatologie, en tout cas positive, la psychopathologie générale et la PANSS totale. Par contre, ici donc, on voit que pour l'évaluation de l'insight, eh bien, il n'y a pas de différence significative qui sort. Alors, il peut y avoir beaucoup d'explications à tout ça. La première, à mon avis, c'est qu'on avait un format de thérapie très court, et puis le fait qu'on a évalué l'insight immédiatement après la fin des dernières séances. Or, on sait que l'expérience des troubles cognitifs dans la vie quotidienne, elle est importante et donc elle demande du temps également. S'il y a amélioration cognitive, pour que les patients expérimentent cette amélioration quotidienne dans la vie quotidienne, donc excusez-moi, je me suis perdu dans mon texte, si les patients veulent expérimenter cette amélioration, il leur faut du temps dans la vie quotidienne. Et donc le format court plus l'évaluation rapide après la thérapie, ça va peut-être jouer un petit peu en notre défaveur. Alors je vais vous présenter maintenant quelques résultats des cognitifs. Donc là on a pris le temps de résolution au Trail Making Test partie B, et donc l'amélioration des performances elle est vers la droite.
Vous aviez en bleu le groupe attribution d'états mentaux, en rose le groupe flexibilité, en vert le groupe contrôle. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a une grande variabilité des performances. Donc, pour certains patients, certains s'améliorent beaucoup. C'est dans ce sens-là, pardon. Plusieurs s'améliorent, alors que d'autres sont beaucoup moins... Non, pardon, c'est dans ce sens-là. Certains se dégradent, alors que d'autres s'améliorent. Pour le groupe flexibilité mentale, c'est la même chose. Certains s'améliorent, alors que d'autres se dégradent. Donc, ce qui explique que l'on n'ait pas obtenu ici de différences significatives également pour ces tests cognitifs. Pour ce qui est d'une tâche d'attribution d'états mentaux, maintenant, le hinting task, eh bien, on repère la même variabilité interindividuelle extrêmement importante. Certains patients s'améliorent, alors que d'autres se dégradent. Ceci dans les 3 groupes. Et donc, tout ceci nous empêche en fait d'obtenir des résultats, enfin nous empêche. Ceci, en tout cas, explique qu'on ne puisse pas démontrer d'effets significatifs dans ces analyses. Alors, malgré tout, l'intérêt de cette étude est important, puisqu'on a montré que ces thérapies de remédiation cognitive, elles peuvent avoir un impact sur les symptômes évalués grâce à la PANSS. Ça démontre l'ubiquité et l'importance de la flexibilité dans cette amélioration symptomatologique. Par contre, on n'a pas réussi à mettre d'effets significatifs en évidence sur les variables cognitives. Donc, du fait d'une variabilité interindividuelle très importante, d'un petit nombre de participants, je vous rappelle que c'était seulement 8 participants par groupe, et le fait peut-être aussi qu'on a utilisé de groupes de patients hétérogènes, ce qui nous amène à nous interroger sur est-ce qu'il faut sélectionner les patients à l'entrée de ces thérapies. Malgré tout, il faut rappeler, enfin le dire en tout cas déjà, qu'au questionnaire de satisfaction, 85% des patients du groupe attribution d'états mentaux y rapportaient une amélioration subjective de leur stratégie d'attribution d'états mentaux. Alors ça ne ressort pas dans la STIX parce qu'on n'a pas une question qui tourne autour de ça. Mais ça nous interroge aussi sur les mesures pré- et post-thérapie qu'on a utilisées. Est-ce qu'elles sont les plus à même d'évaluer l'amélioration sur l'attribution d'états mentaux? Est-ce que l'effet qu'on mesure est un effet qu'on peut voir à court terme, ou bien est-ce qu'il faut un plus long terme, que je le disais tout à l'heure? Et ça pose la question également de modules de généralisation dans la vie quotidienne, comme on peut en avoir par exemple dans l'IPT, et qui permettent une potentialisation des acquis.